L'aluminium est le 13e élément du tableau périodique. Ses voisins les plus proches sont le magnésium, avec un électron de moins, qui partage son caractère métallique, et le silicium, un électron de plus, qui se classe dans la catégorie des non-métaux. La configuration électronique de l'aluminium est donc 1s2, 2s2, p6, 3s2, p1, et il a 3 électrons de valence. À l'état pur, l'aluminium a une structure cristalographique cubique face centrée et de faibles propriétés mécaniques pour un métal. Son module de Young vaut environ 70 gigapascales, sa limite élastique 30 mégapascales et sa résistance mécanique 80 mégapascales. Ses mauvaises qualités mécaniques sont partiellement compensées par ses deux principaux avantages, qu'il conservera une fois allié, sa légèreté, avec une densité de 2,7 kg par mètre cube, et ses très bonnes conductivités électriques et thermiques. L'aluminium représente 8% de la croûte terrestre, ce qui en fait le troisième élément le plus abondant après l'oxygène, 47%, et le silicium, 27%. C'est donc aussi le métal le plus abondant, devant le fer et le calcium, qui sont tous deux à environ 4%, et loin devant les autres métaux usuels comme le titane, 0,6% de la croûte terrestre, ou le cuivre, 0,005%. Malgré son abondance, l'aluminium n'existe pas à l'état naturel. On le trouve uniquement sous forme d'oxyde dans un minerai appelé la bauxite. L'Al2O3 ou alumine est très stable et nécessite beaucoup d'énergie pour être décomposé en aluminium. Cela explique pourquoi ce métal n'a été découvert que très tardivement et pourquoi il est très avantageux de le recycler. Historiquement, l'aluminium fut découvert au XVIe siècle par un savant suisse né à Einsiedeln qui s'appelait Philippus Aurelius Theophrastus Paracelsus von Hohenheim. Lors de ses pérégrinations à travers l'Europe, Paracelse découvrit l'aluminium en faisant précipiter du sel d'Alain. Le dépôt qui en résulta tira donc son nom de la matière première et fut dénommé aluminium. En 1825, le Danois Ørsted synthétisa l'aluminium pour la première fois en laboratoire. Ce procédé fut repris et perfectionné par le chimiste français Henri Sainte-Claire de Ville, qui parvint par réduction chimique à créer les premiers lingots d'aluminium. Sous Napoléon III, l'aluminium était plus rare et donc plus cher que l'argent. L'empereur impressionnait ses convives les plus importants en remplaçant leurs couverts en argent par des couverts en alu. C'est seulement en 1886 que l'aluminium peut être produit de manière industrielle. Héroux en France et Hall aux États-Unis brevettent de manière simultanée mais non concertée le procédé d'électrolyse qui permettra d'extraire l'alu directement de la bauxite. Le minerai, qui n'est pas composé uniquement d'alumine, doit d'abord être purifié par broyage et à l'aide de réactifs chimiques. Puis l'alumine peut enfin être réduite en métal. Le procédé d'Héroux et de Hall consiste à décomposer l'alumine placée dans un bain de cryolite en fusion, l'électrolyte, à l'aide d'un courant électrique circulant entre des anodes en graphite et le creuset qui sert de cathode. L'oxygène se rend à l'anode et brûle avec elle, alors que le métal se dépose sur les parois du creuset. La grande consommation électrique de ce procédé nécessite la création d'une première usine hydroélectrique à Neuhausen en 1888, puis à Chippis par la Schweizerische Metallurgische Gesellschaft qui compte Héroux parmi ses membres fondateurs. Cette société deviendra plus tard Alu-Suisse. À Berlin, en 1906, Alfred Wilm teste le procédé de trempe suivi d'un revenu utilisé pour l'acier afin d'améliorer les propriétés mécaniques de l'aluminium. Dans l'acier, la trempe forme de la martensite plus dure et le revenu permet de réduire les contraintes internes et d'adoucir l'alliage. Étonnamment, le procédé fonctionne aussi sur l'aluminium, mais pas de la même manière. Il sera néanmoins rapidement utilisé pour renforcer l'aluminium allié à du cuivre et du magnésium et servira à créer le squelette utilisé pour renforcer l'enveloppe des dirigeables inventés par Ferdinand von Zeppelin. Et
c'est seulement en 1838 que grâce à la diffraction des rayons X, l'anglais George Dawson Preston et le français André Guigné mirent en évidence, dans les alliages de Wilm, les fins précipités qui expliquaient l'amélioration substantielle de leur performance mécanique. Grâce aux Zeppelins, les alliages d'aluminium ont trouvé un domaine industriel dans lequel leur rapport rigidité divisé par poids les avantage par rapport à l'acier. Les transports. Entre le milieu du 19e et le début du 20e siècle, le prix de l'aluminium a été réduit d'un facteur 1000 et ses propriétés mécaniques augmentées d'un facteur 5. Mais à cause de la stabilité de son oxyde, la production d'alu nécessite encore 7 fois plus d'énergie, 200 MJ par kilo, que celle de l'acier, 30 MJ par kilo. Par contre, le recyclage permet de réduire cette quantité d'environ 95%, ainsi que le CO2 produit. Pour comprendre comment les précipités mis en évidence par Guigné et Preston renforcent les alliages d'aluminium, nous allons commencer par nous intéresser à l'alliage aluminium-cuivre, de la série 2000. Entre 0% et environ 53% de cuivre, l'alliage présente un eutectique entre l'aluminium et une phase intermétallique θ de composition Al2Cu. Pour des alliages plus riches en cuivre, on trouvera ensuite une succession de péritectiques pour remonter jusqu'au point de fusion du cuivre qui est de 1084 degrés et donc bien supérieur à celui de l'alu pur qui vaut seulement 660 degrés. Si on se concentre sur l'eutectique, on peut redessiner le diagramme aluminium-cuivre en notant les points particuliers suivants. La température de fusion de l'aluminium, 660 degrés. Le point eutectique à 33,2% de cuivre et 548 degrés. L'intermétallique Al2Cu à partir de 53% de cuivre et qui a une température de fusion d'environ 600 degrés. La solubilité maximale du cuivre dans l'aluminium à la température eutectique, soit 5,7%. Et on peut maintenant relier ces différents points avec les deux lignes des liquidus de part et d'autre du point eutectique, le solvus, côté aluminium, la droite le reliant au point eutectique et au-delà, jusqu'à θ, et finalement la limite de solubilité du cuivre dans l'alu. Les phases et mélanges de phases présents dans les différentes régions de ce diagramme peuvent maintenant être définis. Pour simplifier, supposons que l'alliage d'Alfred Wilm contenait 4% de cuivre. Voyons comment le traitement thermique de durcissement structural qu'il a découvert se déroule. À température ambiante, cet alliage devrait avoir une microstructure faite de grains d'alpha avec des précipités d'Al2Cu probablement proches des joints de grains. Mais il n'est pas impossible que lors de la coulée, il y ait entre les dendrites d'alpha des zones où localement la concentration de cuivre dépasse 5,7%. Cela aura pour effet de créer la phase eutectique en lamelles alpha plus θ. Cette petite infidélité à l'équilibre du diagramme de phase est appelée ségrégation. Elle est due au fait que les vitesses de refroidissement ne permettent pas d'atteindre l'équilibre partout dans l'alliage, en particulier à cause de la diffusion des atomes, qui est très time-consuming. La première étape du durcissement structural est de chauffer le métal pour créer une solution solide d'atomes de cuivre dans les grains d'aluminium. Et ensuite d'éliminer les gradients de concentration des deux éléments dans toute la pièce. Il faut donc attendre suffisamment longtemps. La température doit être supérieure à la limite de solubilité, soit 450 degrés, mais inférieure à la température eutectique, car l'éventuelle phase eutectique fond et l'alliage brûle, c'est-à-dire que les grains d'alpha grossissent dans le liquide, puis que l'eutectique resolidifie au joint de grains, ce qui crée un réseau fragile dans la pièce. Une fois l'homogénéisation réalisée, l'alliage est trempé pour conserver la solution solide à basse température. En gros, on ne laisse pas le temps à la diffusion de faire son boulot. Les précipités apparaissent dans la troisième phase de ce traitement thermique, durant laquelle l'alliage est revenu à une température d'environ 150 degrés pendant quelques heures. Cela a pour effet de rééquilibrer la solution solide, ou si vous préférez, d'accorder la microstructure de l'alliage avec ce qui est prédit par le diagramme de phase. Il y aura donc une maturation très lente de précipités de taille croissante. Les petits sont ceux que nous avons déjà vus et qu'on appelle les zones de Guigné-Preston. Ces zones sont cohérentes avec la maille des grains d'aluminium. Avec le temps, ces précipités grossissent et changent de nom. GP1, GP2, puis θ seconde, puis θ' et finalement θ. À partir de θ seconde, les précipités ne sont plus cohérents et créent leur propre cristal dans les grains d'alu.
Si on chauffe trop longtemps, en plus de changer de forme, les précipités vont s'agréger entre eux et grossir par diffusion. Il y aura donc moins de précipités mais de plus gros volume, car la quantité d'atomes de cuivre est conservée pendant le revenu. Sur le diagramme de phase, les régions où a eu lieu la croissance de ces différents précipités peuvent être représentées par des solvus de hauteurs différentes. La ligne la plus basse correspond aux zones GP, ce qui est cohérent, car elles se créent plus facilement, donc apparaissent à des températures inférieures. Cela est possible car comme ils ont une structure cohérente avec la maille d'alpha, l'interface créée lors de leur germination est peu coûteux énergétiquement. Le solvus officiel est finalement celui qui correspond à la phase θ, aux températures les plus élevées. Ces mêmes régions peuvent être délimitées sur le diagramme temps-température-transformation. Cette dernière carte permet d'optimiser la durée et la température du revenu, ainsi que la vitesse de trempe nécessaire à éviter le nez de la phase AL2CU. Les propriétés mécaniques, comme ici la dureté, dépendront de la nature et de la taille des précipités obtenus, et peut aussi être liées au diagramme TTT. À part les alliages aluminium-cuivre de la série 2000, il y a deux autres types d'alliages d'aluminium dont les propriétés mécaniques peuvent être améliorées par durcissement structural. Il s'agit de la série 6000, aluminium, magnésium, silicium, et de la série 7000, aluminium, zinc, magnésium. Voici une partie du diagramme de phase AlMg2Si, car les précipités formés dans ce cas sont des siliciures de magnésium. Comme vous le voyez, ce diagramme ressemble à celui de l'aluminium-cuivre avec un eutectique et la phase Mg2Si qui remplace la phase Al2Cu. Les alliages de la série 6000 sont utilisés principalement pour leur aptitude à la déformation, par exemple pour produire des fils. Ils résistent bien à la corrosion et aux basses températures. Dans certains cas, on augmente la teneur en silicium pour qu'ils puissent se répartir dans les grains d'aluminium et les renforcer par solution solide. Pour les 7000, le durcissement structural est dû à des précipités MgZn2. Sans magnésium, l'alliage aluminium-zinc n'a pas de propriétés intéressantes. On remarque sur le diagramme de phase que la zone alpha est très étendue, ce qui facilite l'homogénéisation. Les alliages des séries 3000, 4000 et 5000 ne peuvent pas être renforcés par durcissement structural. La série 3000 correspond aux alliages aluminium-manganèse. Le diagramme de phase présente un péritectique avec un intermétallique Al6Mn qui, dispersé dans la phase alpha, en augmente les propriétés un peu au-delà de celles de la série 1000 des aluminiums purs. La concentration atomique de manganèse reste inférieure à 1,5% atomique. La série 4000 comprend les alliages aluminium-silicium qui sont utilisés pour couler des pièces à faible résistance mécanique. Le silicium limite la porosité résiduelle car son volume est plus grand en phase solide qu'en phase liquide. De plus, il forme un eutectique à 11,7%, ce qui permet d'abaisser un peu la température de coulée, et généralement les alliages de la série 4000 ont une composition proche de cette valeur. On rajoute aussi parfois du phosphore qui aide à la germination de dendrites de silicium et limite la fraction volumique de phase eutectique plus fragile. Finalement, la série 5000 comprend les alliages aluminium-magnésium. Celui-ci améliore les propriétés mécaniques tant qu'il ne précipite pas sous forme bêta. Les 5000 ont donc des compositions très à gauche du diagramme, inférieures à 5% Mg, pour éviter la phase bêta qui, au joint de grains, fragilise l'alliage. Le magnésium renforce l'aluminium par solution solide. On peut classer les différentes séries d'alliages en fonction de leurs propriétés mécaniques telles que la limite élastique conventionnelle, RP02, et la résistance mécanique. Évidemment, l'aluminium pur série 1000 et les alliages sans durcissement structural ne sont pas parmi les favoris de cette compétition. Les alliages sont sur la ligne de départ, et c'est parti! À seulement 150 mégapascales, le numéro 1000 abandonne. Sa limite élastique et sa résistance mécanique n'ont pas tenu. Puis c'est l'aluminium manganèse qui s'arrête en dessous des 300 mégapascales. La compétition est serrée entre le dernier alliage non durci, c'est-à-dire le 5000, et le 6000 qui souffre malgré le renfort de ses précipités de Mg2Si. Les deux finissent dans un mouchoir de poche juste en dessous de 400 mégapascales.
Il reste donc seulement deux concurrents, le 2000 aluminium cuivre et le 7000 qui contient du zinc et du magnésium. Finalement, le 7000 ne fait pas le poids et échoue aux environs de 450 mégapascales de RM. Mais que se passe-t-il? Le 7000 semble se refaire. Apparemment, il aurait reçu une petite dose de cuivre qui aurait décuplé ses propriétés. Et voilà qu'il ratatine le 2000 et dépasse les 700 mégapascales tant en RE qu'en RM. Est-ce du dopage? Finalement, je crois que cela ne nous regarde pas. Mais heureusement qu'il n'a pas plu car apparemment le 7068 ne résiste pas à la corrosion. Compte tenu du bas point de fusion de l'aluminium, tous les alliages voient leurs propriétés mécaniques diminuer rapidement avec la température. À 200 degrés, seul le 2219, qui contient jusqu'à 6,8% de cuivre et qui a subi un traitement T81, c'est-à-dire un durcissement à froid en plus du durcissement structural, possède encore des propriétés mécaniques décentes. Cet alliage est d'ailleurs utilisé pour les réservoirs de combustible des fusées et les composants structuraux d'avions supersoniques. En fatigue, les alliages d'aluminium ont un comportement légèrement différent de celui des aciers. Leur courbe de Wöhler n'est pas constante au-delà de 10 puissance 6 cycles et continue de descendre. Pour les aluminiums, la limite d'endurance est fixée à 10 puissance 8 cycles et une contrainte égale à environ 0,35 fois leur résistance mécanique. Le 7075 est un des alliages d'alu résistant le mieux à la fatigue. À 10 000 cycles, l'amplitude de contrainte maximale qu'il peut supporter est encore égale à 80% de sa résistance mécanique, soit plus de 400 mégapascales. Pour finir, nous allons rapidement comparer les points forts de l'aluminium par rapport à l'acier. Les propriétés mécaniques de l'alu sont évidemment inférieures à celles de l'acier, mais cela n'a pas que des désavantages. Il faut par exemple beaucoup moins d'énergie pour mettre en forme de l'aluminium. De plus, l'aluminium est normalement protégé de la corrosion par sa couche d'oxyde qui est dense et brillante, mais qui le rend aussi plus difficile à souder. L'acier au carbone est très facile à souder mais ne résiste pas à la corrosion. Et les aciers inox sont bien plus coûteux. Par exemple, 3,50 francs le kilo pour du 316L, alors que le 6061 T6 anticorrodal coûte moins cher, 2,8 francs par kilo. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est surtout quand il faut gagner du poids que l'aluminium devient intéressant par rapport à l'acier. Supposons que vous ayez besoin d'une plaque d'une rigidité donnée. Il faudra une plaque d'alu au moins 1,5 fois plus épaisse pour obtenir la même rigidité qu'avec l'acier, car il possède un module de Young environ 3 fois plus grand. Pareil si vous voulez des plaques isorésistantes, en supposant un acier avec une limite élastique inférieure à 1200 mégapascales. Par contre, la plaque d'alu pèsera toujours moins lourd que celle d'acier. En fait, une plaque d'aluminium doit être presque 2,9 fois plus épaisse qu'une plaque d'acier pour peser le même poids.